Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Chère Jeannette, J'ai besoin de parler. vous, Jeannette, là, hey, coudonc, je peux te tutoyer? Enlever des préjugés, c'est ça. C'est pas bien facile de dire ça, là, mais Qu'est-ce que tu veux que je te dise? tu me choques des fois, Jeannette, mais je t'aime pareil. Jeannette, t'es mon école. Ouais, c'est bien parce que c'est Jeannette, parce que C'est pas facile de dire ça. Tu m'as fait comprendre des affaires. j'ai tellement besoin de te parler. Pour moi, t'es Jeannette, tout court. Ça, c'est qu'à un moment donné, depuis moi, je me rappelle, même au début de l'adolescence, j'ai jamais été attiré par une femme comme telle. Pour moi, les femmes, c'était des amies, puis c'était ça. Les fantasmes, les premiers fantasmes sexuels, c'était toujours des hommes qui étaient là. Puis Toi, en tant que père, tu décides, voilà, j'ai un fils comme ça, qui est pas comme les autres. Puis même, j'allais jusqu'à dire qu'il est pas normal. Et qu'on a la chance, les femmes, d'avoir Guy Corneau, qui nous ouvre une fenêtre sur les hommes. Mais là, ce soir, tu nous amènes dans un monde qui c'est très difficile à pénétrer. Oui. Le monde, la relation d'un père dont le fils est homosexuel. C'est ça, exactement. Alors, c'est exactement ça de ça qu'on va parler. Je te dis, non seulement c'est difficile à pénétrer, mais c'est très dur à trouver. Un père et un Donc, le fils qui veulent tabou est parler de ça. énorme. Le tabou est énorme, beaucoup plus qu'on saurait le Malgré penser. l'ouverture, on se dit, Oui. ah, oui, c'est correct, bon, tout. Oui, oui. On a- C'est-à-dire que tu peux trouver des hommes qui sont gays qui veulent en parler. Ça va bien. Mais de trouver des pères, un couple, père et fils, c'est tout à fait autre chose. Et je sais que Joanne Mercier a beaucoup travaillé pour les trouver. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est effectivement de ça. Et pourquoi on va en parler? C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent complètement marginalisés. Parce que si tu es rejeté par ton père, rejeté par ta famille, marginalisé par ta famille, très souvent, tu te retrouves marginal socialement. C'est-à-dire que tu vas vivre ton homosexualité d'une façon marginale, soit dans le ghetto homosexuel, soit en cachette, soit en coupant tout ça, en te castrant complètement. Tu te rappelles, l'année dernière, on a fait une émission, un spécial sur l'homosexualité. On a confronté des hétérosexuels et des homosexuels. On a fait un spécial 2 heures. Ouais. À la suite de ça, j'ai reçu une lettre d'un père qui me racontait une affaire qu'il avait suivie dans les journaux d'un fils qui avait fait une fugue de chez ses parents et qu'on avait retrouvé suicidé. Et les parents qui disaient qu'ils ne comprenaient pas ce qui était arrivé et tout ça. Et lui me racontait le dessous de l'histoire. Il me disait qu'au fond, c'était une histoire entre un père et un fils homosexuel. Et le père n'acceptait pas du tout l'homosexualité de son fils. Et donc, il me donnait ces articles-là, puis il m'amenait ensuite, c'était très, très touchant, une petite lettre anonyme de l'amoureux du fils la semaine d'après l'enterrement. Il me dit, il me semble donc que ce serait important de parler de ça parce qu'il y a tellement de fils qui vivent sous le coup de ce rejet-là et qui ne peuvent jamais en parler. Et c'est tellement important, je pense, pour un enfant, je parle d'un enfant grand, mais d'être accepté par son père, que son père l'aime comme il est. Exactement, c'est ça. Et c'est sûr, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est toutes ces difficultés-là pour le père, effectivement, de tout à coup avoir à se reconnaître dans un enfant qui est tellement différent, en tout cas, tellement différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même sexualité que lui. Mais moi, je le comprends, la difficulté Oui. pour les parents. Parce que quand je suis parent, et quand tu veux pour ton enfant là, qu'il soit comme les autres, qu'il ne soit pas marginalisé. C'est ça. Et je pense que quand on apprend que notre enfant est homosexuel, on se dit, je pense tout de suite, mon Dieu, il va être lancé dans une vie difficile. C'est ça. Ben, c'est ce qu'il disait au début, là, dans toute cette intro. Là. Et il n'est pas comme les autres, il n'est pas normal. Et c'est de ça qu'on va parler, au fond, de montrer que c'est une sexualité différente, elle n'est pas anormale pour autant. Et que d'autre part, ben, qu'il faut comprendre que si on coupe le lien avec l'enfant, on le condamne à la marginalité, on le condamne à ne pas être normal. Et à une vie de mensonge. Et une vie de mensonge, une vie de cachette, et peut-être souvent aussi des vies. C'est-à-dire que si ta famille te rejette, tu as un choix. Là, ou bien tu mets toute ton homosexualité dans le placard et tu dis je touche plus à ça, moi j'ai plus de vie sexuelle. Là. OK? Parce que je suis pas capable de l'assumer envers ma famille. Alors, ou tu le vis en cachette, ou bien tu te coupes complètement de ta sexualité. Et ça fait des êtres assez désincarnés, si tu veux, qui ont beaucoup de difficultés à vivre des vies de relations normales à ce moment-là, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont se couper de leur vie sexuelle complètement. Alors,
Alors, tu as rencontré un père. J'ai rencontré un père et un fils. Je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu beaucoup de misère à trouver ce père et ce fils-là. Même, je te dirais qu'il y a une association qui existe au Québec pour des parents d'homosexuels, mais qui veulent qu'on garde le secret le plus absolu sur leur existence. Alors, c'était vraiment incroyable. Moi, j'en revenais pas. Je veux dire, les bras m'en sont tombés. Et heureusement, on a rencontré ce couple-là. Mais c'est drôle, comme on pense que tout est ouvert maintenant, que tout est accepté et que reste ce tabou. Terrible. Ça, on se fourre un doigt dans l'œil. Il faut se parler en bon québécois. Alors, on se fourre un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Alors, tu me le montres? Je te les montre. Alors, c'est Benoît et Michel. OK, d'accord. On s'en va. J'ai eu tendance à m'identifier plus aux femmes qu'aux hommes. Dans le sens que, pour moi, je me sentais confortable dans les cuisines avec les femmes, puis je me sentais confortable avec ce qui... avec ce qu'il y avait comme pouvoir, justement. J'avais l'impression que tout se passait là. Bon, les hommes, j'aimais ça quand même. Là. Des fois, j'allais avec mon père écouter le hockey le samedi un petit peu, mais je restais pas longtemps. Je mangeais 3-4 chips, puis là, je me retournais dans la cuisine. Puis bon, là, il y avait des potins, il y avait des choses qui se disaient, puis bon, j'étais au courant de tout. On dirait on avait plus le contrôle. Comment est-ce qu'on découvre qu'on est homosexuel? Comment ça arrive dans la vie, ça? Ben, dans mon cas, je pense pas que je peux pas dire que j'ai découvert. Je me souviens pas d'un jour où je me suis levé, j'ai dit, ah mon Dieu, ben oui, c'est vrai, c'est ça que... Le plus loin que je me rappelle, c'est que j'ai aimé la présence des hommes. Bon, j'étais pas nécessairement au niveau sexuel, ça c'était pas sexuel évidemment au début, mais j'ai toujours été attiré par des hommes. Puis j'ai aimé aussi... je pense que autant j'aimais la présence des femmes parce qu'elles étaient contrôlantes, mais je trouvais la présence des hommes beaucoup plus rassurante. Parce que la femme, j'avais l'impression qu'elle devait, probablement à cause du rôle que ma mère occupait, qu'elle avait une certaine responsabilité puis qu'elle devait pousser. Puis comme ça, c'était pas moi vraiment, je me sentais confortable. C'était réconfortant, la présence du père. Qu'est-ce que tu avais l'air à 12 ans? Qu'est-ce que c'était avoir 12 ans pour toi? Et qu'est-ce que ça voulait dire? Tu me disais tout à l'heure... être différent, sentir que tu es différent. Ben, je me rappelle, entre autres, on avait un oncle qui était très proche de nous à cette époque-là, le frère de mon père. Et puis, je me rappelle, j'avais peut-être 8-9 ans, puis lui, il s'amusait beaucoup à nous raconter des histoires. Puis là, bon, souvent, avant de s'endormir, il nous racontait une histoire. Puis une histoire, entre autres, qu'il nous avait contée. Je me souviens pas de l'histoire, mais je sais comment ça finissait. C'est-à-dire qu'une bonne fois, Benoît, tu vas te promener sur la rue, tu vas rencontrer une belle fille, une belle blonde qui va arriver, qui va dire « Salut, mon beau ». Puis là, tu vas l'embarquer dans ton char, puis là, tu vas partir avec, puis tu vas te marier, puis tu vas avoir des enfants. Puis c'était ça à la fin de l'histoire. Et puis, moi, je me rappelle d'avoir écouté ça, puis tu dis, mais c'est pas ça que je veux pour toi. J'espère que non. Pourquoi je l'amènerais dans mon auto? C'était comme... Puis là, il y a déjà eu un déclic qui a commencé à ce moment-là, puis plus tard, là, ça s'accentuait en disant, ben là, c'est vrai, non, je suis différent, puis qu'est-ce que je vais faire? Parce que, OK, là, tu prends conscience que c'est vrai, je pense que je suis plus attiré vers les hommes, mais y en a-tu d'autres? Parce que là, pour moi, tu te dis, ben, je pense pas qu'il y en ait d'autres. J'ai jamais entendu personne parler de ça. Puis comment ça se fait que moi, ben, je suis pas comme mon frère qui est attiré par des filles. Puis comment ça se fait que eux autres, ça a l'air être tellement évident, ce cheminement de vie-là. Puis moi, ben, c'est pas ça pantoute, là. Et l'homosexualité, est-ce que c'est un mot qui existe dans ta famille à ce moment-là? Est-ce que c'est un mot qui existe dans ton milieu? Est-ce que tu l'entends, ce mot-là? Je dirais que les premières histoires que j'ai entendues, c'était des jokes, là, des histoires qu'on racontait sur les homosexuels, les tapettes. Puis, bon, je pense que j'avais peut-être 12-13 ans à cette période-là où on commençait à entendre ça. Bon, on les entendait avant, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire, mais là, peut-être que tu commences à te faire une idée de qu'est-ce que ça peut être, t'sais. Et puis, tu entends aussi d'autres jeunes qui traitent un autre jeune de tapette. Bon, tu te dis, ouais, au début, tu comprends pas trop ce que ça veut dire, mais finalement, bon, on finit par se faire une idée. Puis on finit par comprendre que c'est nous autres. Alors, tu me dis que tes premiers fantasmes sont par rapport aux hommes, que tes premiers désirs, c'est par rapport à des hommes. Et quand est-ce que tu commences à réaliser ça, là, par rapport même à la sexualité? Là, que tu te dis, mon Dieu, là, c'est là que ça s'en va. Depuis moi, je me rappelle, même au début de l'adolescence, j'ai jamais été attiré par une femme comme telle. Pour moi, les femmes, c'était des amies, puis c'était ça. Les fantasmes, les premiers fantasmes sexuels, c'était toujours des hommes qui étaient là. Puis j'ai toujours été attiré par des hommes par après, même à l'adolescence. Je me souviens pas d'avoir été attiré par une femme, vraiment. Donc, pour moi, c'était clair. Je pense que contrairement à d'autres, pour qui c'est plus confus, puis c'est plus, je dirais, graduel, moi, c'était clair dès le départ. Bon, puisque c'est si tabou, puisque vous avez eu tant de difficultés à trouver un père, c'est donc que c'est pas très bien compris
que l'homosexualité, ce n'est pas un choix. Ouais, c'est pas compris du tout. C'est tu vois. pas compris. Et puis moi, c'est pour ça que j'ai commencé avec ces questions-là. Je voulais savoir d'où ça venait, comment est-ce qu'il avait réalisé lui, tu vois. Puis là, on s'aperçoit bien que lui, ses fantasmes, il n'y en a jamais eu de fantasmes hétérosexuels, il a toujours eu des fantasmes homosexuels. C'est pas de sa faute, Puis là-bas. puis il vient d'une famille très normale, là, tu vois. Oui. Ce qu'on découvrait plus tard, c'est que son père s'en est beaucoup occupé, que la mère s'en est beaucoup occupée. Je veux dire, il était vraiment dans une famille très, très correcte. Et donc, ça remet beaucoup en question nos idées là-dessus. Et c'est certain que, je pense que si on parle d'homosexualité, en tout cas, on ne peut pas en parler d'un terme de choix, parce que, tu te rappelles, à notre émission, il y a un gars qui disait, si c'est un choix, c'est un drôle de choix en maudit, parce qu'appartenir à une minorité décriée et risquer d'être bloqué dans ta carrière à cause de ça, tu sais, de te faire traiter de ci puis de ça en raison de ça, puis de te faire ostraciser par ta famille, et personne ne choisit ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pousse. Bon, qui est OK, plus fort. toi, tu es psychanalyste. Oui. C'est quoi les causes, d'après toi? Bon. Parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Exactement. D'après C'est ça. toi, c'est quoi les causes de l'homosexualité? Moi, je pense qu'on a vraiment... c'est à la mode aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment multifactoriel. C'est-à-dire, probablement qu'on a déjà une donnée génétique à laquelle va s'ajouter, si tu veux, un milieu psychologique qui va activer ce données génétique-là. Autrement dit, je pense même que par rapport à ça, il y a des homosexuels qui sont c'est très génétique. Il y en a d'autres qui c'est très psychologique, c'est très culturel parce qu'ils viennent de tel milieu. C'est très psychologique de la famille. Et je pense même qu'il y a de l'homosexualité qui est culturelle dans le sens qu'un gars, tout à coup, qui se retrouve très, très sensible à 14-15 ans, n'a pas de place où il reconnaît sa sensibilité, sauf dans des gars qui sont homosexuels et dont il connaît l'homosexualité et qui va se coller à ces gars-là parce que c'est là que ça se passe. Mais est-ce que tu peux aussi être contre ton père et devenir homosexuel contre une image? Oui, Tu ne veux pas ressembler à ton père, mais au niveau du subconscient. Mais même pas au niveau du subconscient. Je veux dire, ça, c'est très, très fréquent. C'est-à-dire que tu vas avoir des homosexuels qui vont arriver. Par exemple, j'en ai connu en thérapie qui me disait, moi, là, j'ai été élevé sur la ferme, par exemple, et la dernière chose que je voulais, c'est être fermier. Moi, je feuilletais les magazines de mode. J'avais juste hâte de sacrer mon camp à Montréal. Dans des bottes de fermier, je n'étais pas à ma place. Je me sentais différent. C'est ce qu'il dit, lui aussi. Je me sentais différent. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que cette différence-là est mal accueillie dans la famille. Tu comprends? Elle détonne. Parce que si elle était accueillie, s'il avait le droit d'être un individu à part entière là-dedans, avec sa différence, il n'y aurait pas de problème. Mais il y en a un parce qu'elle détonne. Mais il faut penser aux parents, là, qui se disent, pourquoi lui, il est différent? On les aime de la même façon, on les élève de la même façon. Pourquoi lui, il veut être dans la mode alors que son père va y laisser la ferme? C'est difficile pour les parents de comprendre ça. C'est ça, mais c'est vraiment le mystère de la vie. Je veux dire, il y a tellement de choses qui sont différentes. Et c'est aussi, je pense que heureusement qu'il y a des choses comme ça parce qu'ils nous obligent à bouger les stéréotypes. Je pense que l'homosexualité, en tout cas dans notre génération, nous autres, c'est vraiment quelque chose qui nous oblige à tordre les stéréotypes. Qu'est-ce qu'on pense de masculinité, qu'est-ce qu'on pense du féminin, tout ça. Parce qu'ils sont, si tu veux, à cheval entre les genres définis au niveau traditionnel et au niveau classique. Mais pour finir mon idée tout à l'heure, ce que je voudrais dire, c'est que l'autre problème qu'on a, c'est qu'on se dit, si c'est psychologique, si c'est pas génétique, si c'est psychologique, ça change. Oui, voilà. Là, on a vraiment un problème de conceptualisation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une affaire est psychologique qu'elle n'est pas pour autant réelle. Et si c'est dans les gènes, ça devient comme une maladie génétique. C'est ça. J'aime pas ça, ce mot-là, le gène. Parce que, eux autres, c'est des malades. C'est gênant. C'est gênant. C'est des malades, ils ont un gène qui n'a pas fonctionné. C'est très difficile, là, tout ça. Non, je pense qu'il faut accepter que, effectivement, tu vois, par exemple, il y avait eu le rapport, Kingsley avait travaillé là-dessus, par exemple, il s'est dit, au fond, il y a vraiment 10 de la population qui est homosexuelle et ça ne changera jamais, comme on a 10 de la population qui est hétérosexuelle et qui ne comprennent absolument pas ce que peut vivre un homosexuel. Mais, il dit, la plupart du monde, on est flottant entre les deux. C'est assez intéressant. Il disait même, ça évolue autour d'une vie. Il y a des moments où on est plus proche de notre sexe que proche de l'autre sexe, au fond. Et ça, c'est assez intéressant d'accepter cette fluctuation-là. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va avoir nécessairement des aventures homosexuelles, mais comment ça se fait que les pères, je te parle pas des mères, parce que j'en ai traité dans une dramatique là, qui est passée il n'y a pas longtemps, comment ça se fait que les pères ne peuvent pas supporter l'idée que leur fils soit homosexuel? Écoute, c'est justement ça qu'on va aller voir dans le prochain bloc, parce que là, le père va commencer à nous parler, et on en parle un petit peu plus tard en revenant. Je me faisais des scénarios. Quel scénario tu faisais? Je vais partir, je vais rencontrer un beau garçon qui va... on va tomber en amour, puis là, je vais l'emmener avec moi en quelque part, dans ma belle auto, comme nous avons. Et puis, je vais finir par le dire à mes parents à un moment donné. Tu sais, je vais arriver à la maison, je vais dire, je vous présente mon ami. Puis là, je me faisais souvent ce scénario-là où j'arrivais avec un ami, puis là, je le présentais. Puis là, je voyais ma famille, mais je n'arrivais pas à avoir de réaction dans ma tête. Je n'arrivais pas à m'imaginer le genre de réaction que... Surtout venant de mon père, c'était encore plus... Ma mère, on parlait beaucoup, puis je me disais, je pense que elle va peut-être
Mais mon père, là, je regardais, j'ai l'impression qu'il était énormément déçu. Mais je savais pas exactement qu'est-ce que ça serait. C'est vrai que la mienne est pas mal meilleure que la tienne. C'est ça, mon grand. As-tu ça, là, avec le médecin à ton auto? Ben oui, je baisse les fenêtres. Ah bon? Moi, je me doutais un petit peu qu'il était gay. Même si on ne connaissait pas ça beaucoup, on me doutait un petit peu. Et qu'est-ce qui vous faisait dire ça? Ben, justement, comment ça fait qu'il est rendu à 14 ans, puis il n'a pas le goût de voir les filles, tout ça? Parce que moi, à cet âge-là, il pas le goût. Et puis, ma femme aussi. Fait que là, on regarde ça comme ça, puis je voulais pas le croire au début. J'étais très proche de ma mère, on parlait beaucoup. Puis en même temps, elle avait toujours un petit reproche en arrière, me disant, ben comment ça se fait que tu n'amènes pas de filles à la maison comme ton frère? J'ai hâte de rencontrer tes blondes, puis quelle sorte de filles que tu aimes. Puis bon, c'est toujours des questions sur quand est-ce que tu vas emporter quelqu'un? Tu vas m'amener quelqu'un à la maison? Bon, oui, maman, ça va venir. Puis bon, tu essaies d'éviter le sujet, mais elle était très, très insistante de ce côté-là. Mon père, c'est plutôt, ben voyons, laisse-les faire. Quand ça va y tenter, il va même l'apporter. Ça n'a jamais été... Ma mère, c'est une pression. C'était important. Il n'était pas intéressé aux filles. Puis là, ça a commencé à me travailler pas mal. Mais je n'osais pas en parler à ma femme, puis ma femme non plus. Elle le savait aussi. Elle s'en doutait. Je me sentais pas prêt du tout là, encore à parler d'homosexualité ou quoi que ce soit d'autre. Alors bon, j'ai dit, je vais me trouver une blonde. Et puis ça n'a pas été trop difficile. Il y en avait une dans le groupe que je fréquentais justement de chorale qui faisait longtemps qu'il y avait comme un œil sur moi. Ben, je suis allé la voir un peu plus, puis finalement, ben, elle est devenue ma blonde. Ma première et unique blonde. Manon, ça m'écoute pour Manon. Et puis, c'est une belle histoire. Ben, en fait, puis donc, je me suis finalement trouvé une blonde. J'avais peut-être, je pense que j'avais presque 16 ans, là, quelque chose du genre, ouais. Milieu de mes 16 ans. Et puis là, ben, c'était vraiment la fête, presque. Ma mère était très contente. Ça a changé beaucoup la dynamique de la famille à un moment donné, parce que je pense que pendant un petit bout de temps, c'est comme si la pression était enlevée. Tu sais, tu te dis, ben là, hey, je rentre dans la normalité, c'était le fun. De la façon que ma mère, bon, il n'y avait plus ces questions qui étaient là. Mon père, même, j'ai l'impression que, bon, il n'y a jamais eu de pression du côté de mon père, de ce côté-là, mais je sentais que, je sais pas, comme, il était plus à l'aise, ou il y avait quelque chose qui avait changé dans sa façon d'être. La même chose avec mon frère aussi, c'est important. Je pense que tout le monde était en même temps surpris, puis content à ce moment-là, ouais. Puis tranquillement, il y a eu une petite blonde, mais je me suis aperçu, ben, dans le fond, tu le sais. Tu le sais, tu vois ton enfant agir, puis tu dis, bon, il y a de la vie. Tu dis, cette valeur, je suis sûr qu'il est gay. Je me disais ça en dedans de moi. Mais je voulais pas me l'avouer comme tel. Parce que j'ai dit, il fait à semblant qu'il veut sortir avec la fille. Puis je voyais qu'il était malheureux avec ça. Puis là, tu sens que tu mens, que tu es en train de jouer quelque chose qui n'est pas toi. Et puis là, tu te sens coupable parce que tu te dis, ben là, je vais lui faire de la peine. Puis là, je suis en train de mentir à des tas de gens. Il y a toute sa famille qui m'aimait, puis qui nous considérait comme un futur couple, presque. Tu sais, on ne commençait pas à parler de mariage. On était jeunes, mais quand même, je veux dire, je sentais que c'était tout comme. Quand il a eu 16 ans, ou 17 ans autour de là, il a éclaté, naturellement. Je restais seul avec ma mère et on jasait plus longuement. Et c'est là que, bon, ce soir-là, il était peut-être 1h du matin, où là, elle m'a dit, ben, Benoît, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que t'as? T'as mis la terre, puis bon, ça va pas, c'est évident. Puis moi, il faut toujours me tirer vers du nez. Il faut que tu demandes plusieurs fois avant que ça sorte. Puis finalement, ben, ça a sorti. J'ai dit, ben, j'ai cassé avec Manon. Puis elle a dit, ah bon? Pourquoi? Ça va pas bien. Puis là, je me souviens encore que c'était tellement énervant. Je tremblais, j'étais vraiment là, tu sais, à fleur de peau. J'ai dit, ben là, c'est fini avec ma blonde, puis il n'y en aura plus d'autres blondes. Puis là, ben, j'étais vraiment là, à bout de nerfs. J'ai éclaté un petit peu, puis ma mère, elle aussi. Là, je veux dire, elle savait pas trop exactement, puis elle savait peut-être tous en même temps. Je me souviens pas exactement qui a commencé à parler en premier après ça, mais là, on s'est calmé, puis elle m'a demandé, elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai dit, moi, les filles, ça m'intéresse pas, j'en aurais plus de blondes. J'aime mieux les garçons. Puis je me souviendrai toujours, je reviens de travailler. Puis ma femme m'a dit, Michel, descends en bas, dans le sous-sol.
Elle dit, je voudrais te parler de quelque chose. Assis-toi, par exemple. Oh, là, je me suis dit, c'est important, il faut que je m'assieds. C'est quoi? Là, le cœur commence à me débattre. Ça m'énervait. Je me suis dit, il y a quelque chose de grave, comme me dire ça, comme ça. Puis mon fils Benoît était assis à côté de moi. Fait qu'elle dit, moi dans ma petite tête, je me disais, qu'est-ce que veux-tu qu'on se sépare? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas entre moi et elle? Puis je voyais Benoît. C'est ça. Elle me dit, Benoît est gay. Mais c'est drôle. Tout de suite après, j'ai fait sur un côté. Puis je disais, ben, c'est pas pour moi et elle. Puis après, je disais, Benoît est gay. Oh. Là, tout me repassant dans ma tête. Tout qu'est-ce que je m'étais dit, c'était vrai. Ça fait que là, je me réveille vers Benoît. J'ai dit, écoute bien, Benoît. J'ai dit, je t'aime bien, gros, mon grand. J'ai dit, par exemple, veux-tu me laisser le temps d'essayer de passer au travers de ça? Juste question de me remettre d'aplomb un petit peu, OK? Je sais pas comment de temps ça peut me prendre, mais laisse-moi un petit peu de temps. Fait que, naturellement, il pleurait. Hein, puis moi aussi, j'avais la maladie. On est émotifs, même si on est des hommes. Fait que, là, ça reste comme ça. Puis là, naturellement, moi et ma femme, on était dépourvus, un petit peu désarmés, parce qu'on n'avait pas personne, puis on ne pensait pas non plus de se faire aider par quelqu'un. Ce qui me frappe, Guy, c'est tout ce non-dit. Oui. Les parents qui se doutent de quelque chose, qui s'en parlent pas, qui n'en parlent pas aux garçons, Oui, alors que ce serait si simple D'ouvrir la porte. d'ouvrir de la faciliter. porte. Oui. Pourquoi? Pourquoi un père, pas celui-là, là, pourquoi un père dont le fils est homosexuel est pas capable? C'est parce qu'il ne se reconnaît pas dans son gars? C'est une négation C'est de... vraiment, oui, c'est vraiment c'est un bris du miroir très, très important. Là, je veux dire, Ton fils, c'est le miroir dans lequel tu dans regardes. lequel tu te regardes. Tu sais, les parents voient dans leurs enfants une possibilité de réaliser des rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser. Okay. Je veux dire, de se prolonger, tu sais. Puis là, ben, c'est tout un enjeu. Non seulement il ne se prolongera pas en termes d'avoir des enfants, mais il ne te prolongera pas en termes aussi d'être un homme au sens où toi, tu l'as appris. Je pense qu'il n'y a rien dans notre civilisation, dans notre culture, qui est plus actuellement plus troublant qu'une homosexualité pour nous aider à déstabiliser, défixer justement. Tu sais, c'est comme si l'homosexualité actuellement, c'est l'importance qu'elle prend, est en train de nous obliger à nous questionner sur qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est l'identité sexuelle. Sur notre propre sexualité. C'est ça. Et ça. Je trouve ça très, très important. Mais bien sûr, le gros problème, c'est bien sûr le deuil que le père va avoir à faire de ce miroir-là. C'est-à-dire d'accepter que là, le miroir est réfractaire. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut retourner la chose aussi. Je veux dire que moi, je trouve ce que Benoît raconte, je trouve qu'ils sont extraordinaires, les deux. En fait, d'abord, ils sont extraordinaires d'en parler à l'écran. Oui. Mais je trouve ce qui est extraordinaire aussi, c'est de voir ce garçon-là qui a 16 ans, qui a vécu dans une famille assez forte et assez chaleureuse pour être capable pour être fidèle à sa vérité intérieure, puis à se dire, bon, ça fait 4 ans que je me sens différent. Je le sais que je suis homosexuel, il faut que je le dise. Alors, il ne prend pas la fuite, il dit, il faut que j'en parle. On voit tout le trouble que ça y apporte, mais je trouve ça fantastique parce qu'on voit toute la pression. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le père le sent comme différent, le miroir, c'est pas bon. Mais lui aussi, en tant que fils, il sent que le miroir que son père offre, ça ne pas non plus. Il n'est pas comme ça. C'est ça. Et je pense que là, on voit le courage, je pense, de Benoît de porter sa différence. Et je pense que c'est pas vrai juste dans le cas de l'homosexualité. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'enfants. La plupart d'entre nous, en fait, quand on y pense, il y a une différence que notre famille avait bien de la misère à tolérer et qu'on n'a pas tous eu le courage de porter comme ça et de l'annoncer. Tu sais. Des fois, c'est un talent artistique qui est interdit dans la famille puis on ne l'a pas porté. Des fois, c'est autre chose. Tu sais. Alors, je trouve que à ce niveau-là, je trouve ça bien intéressant. Ça dépasse la question de l'homosexualité. Cette vie de mensonge que les jeunes homosexuels sont obligés d'avoir, puisqu'ils ne peuvent pas en parler aux personnes les plus importantes de leur vie, que sont les parents, de peur d'être rejetés, de peur d'être condamnés, de peur d'être jugés. Ça doit être épouvantable, cette vie de mensonge. Ça fait que tu vis toujours à l'intérieur de toi avec un parent. Il y a un silence là, qui est une mort en toi. C'est-à-dire un parent qui t'a peur, qui ne t'accepte pas ou qui te rejette, tu sais. Alors, je trouve, par exemple, il y a beaucoup d'homosexuels qui disent que
que des fois, ils ont l'impression que quand ils vont dans le ghetto, par exemple, qu'ils sont tous des petits garçons ensemble, tu vois. Et je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire est-ce que je pense que l'homosexuel qui se sent un petit garçon encore, c'est l'homosexuel qui vit encore avec ce tabou-là. C'est pas lui qui est un petit garçon, c'est une partie de lui qui est resté petit garçon parce qu'elle était interdite par le père. Et cette annonce-là n'a pas été faite, tu vois. Elle a pas Mais été, ils ont peur de quoi, les pères? De se retrouver là-dedans? Écoute, il faut que tu te places dans le contexte de... Non seulement, je pense que ça amène le père par rapport à est-ce que moi, je suis homosexuel? Ça lui pose cette question-là. Par rapport à sa sensibilité, qu'est-ce que j'ai fait avec ma sensibilité? Ça lui pose ça. Mais c'est pas... Mais qu'est-ce que j'ai fait pour l'élever, pour qu'il tourne de même? C'est le tout. C'est la phrase. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il retourne comme ça? C'est ça. J'ai peut-être pas été bon quelque part. Il y a quelque part où j'ai manqué. C'est ça. Ça, c'est une autre question. Mais il y a une autre question encore, c'est... Qu'est-ce que les voisins vont dire? Comment les voisins vont réagir? Parce qu'une grande partie du malaise, que je te dirais, qui n'est pas tellement... Dans certains cas, je pense, c'est oui, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça tourne de même? Mais c'est l'autre question, c'est qu'est-ce que nos amis vont en penser? Qu'est-ce que les grands-parents vont en penser? Qu'est-ce que la famille va en penser? OK? Et ça, il faut que tu te replaces dans un contexte où, Benoît a 30 ans, Michel, son père, a 50 ans. Il faut que tu te replaces dans un contexte où il y a 15 ans au Québec, je viens d'un petit village, je te dis que tu étais facilement pointé du doigt, tu comprends? C'était pas des affaires qui étaient facilement acceptées. Et aussi, le père s'attend beaucoup, je pense, à ce que son regardez fils des souvenirs télé ait des enfants, de Normand Daou. Puis que lui ait des petits-enfants. Je t'amène, ils vont tous nous parler de ça. OK! Hey, moi, qu'est-ce que je pense? Sortir avec un homme, ça n'a pas de bon sens. Je suis pas capable de figurer ça. Pas du tout. Tu sais? C'est un affront pour lui, comme beaucoup d'hommes. C'est-à-dire que c'est son fils. Et là, il se ramasse, son fils, c'est plus un homme ou c'est quoi, tu sais? Ça remet tout en question, évidemment. Et puis, je pense que c'est ce qui s'est produit. Toi, en tant que père, tu dis, cette valeur, j'ai un fils comme ça, qui n'est pas comme les autres. Puis même, j'allais jusqu'à dire qu'il n'est pas normal. Aujourd'hui, je sais très bien qu'il l'est. Mais tu sais, c'est ça qu'on se dit. À l'époque, c'est ça. À l'époque, là, je parle à l'époque qu'on dit ça. Mais, puis aussi, il y avait une génération-là, moi, que c'était tellement enfermé là-dessus qu'on nous disait rien sur ça, que nous arrivait avec ça d'en face comme ça, puis c'était mon fils. C'est beau d'en parler pour les autres, des fois, quand on commence à en parler. Mais quand ça t'arrive à toi, c'est une autre affaire. J'ai voulu comme provoquer tout le monde. J'ai voulu le dire à tout le monde. J'ai voulu que ça paraisse. Je me suis retrouvé avec mon premier chum, qui était très gentil, je l'aimais beaucoup, mais qui était aussi très voyant, si on veut, très typique en coiffeur, puis bon. Donc, et ça rendait les choses encore plus difficiles parce que même si je me sentais très inconfortable face à ça, puis je voulais en même temps que tout le monde le sache, je m'habillais d'une façon très voyante. C'était vraiment une période de provocation, je pense. Et bon, mon père était... Tu lis cette période de provocation-là au refus de ton père, là, ou à l'incompréhension de ton père? Oui, c'est comme pour y en mettre... C'est ça, en mettre plein la vue, puis non seulement à lui, mais à tout le monde aux alentours, mes grands-parents aussi, la réaction qu'ils ont eue, et puis tout ça. Là, j'ai commencé à amener mes amis à la maison, mon chum de l'époque. Là, Benoît, t'es en train de descendre du piédestal. Oui, là, il a pris une méchante débarque. Une méchante débarque, en tout cas. Je veux pas mal sortir de ça dans la tête surtout de mes grands-parents aussi. Puis, bon. Et donc, j'ai commencé à amener mes chums à la maison, à m'habiller d'une façon plus voyante. Puis ça rendait mon père très inconfortable. Je me souviens que il m'a jamais dit « je veux plus le revoir à la maison » ou « amène-les plus ». Ça n'a jamais été ça. Mais ça se voyait dans ses yeux que là, des fois, tu vois la bouche qui... tu sais, je voyais que ça faisait pas son affaire nécessairement. Un peu la même chose avec ma mère aussi, qui était un peu déroutée par tout ça. Puis surtout que là, je me ressemblais plus. C'est que c'est ça, il va-tu complètement virer sur le top? Est-ce qu'il va avoir l'air dans 5 ans? T'sais? Il y avait des grandes folles, là, puis tout ça, puis ça habillait vraiment que tu pouvais être sûr que c'était des gays, tu sais, définitivement. Puis ça, il savait que au début, là, que ça me choquait. Il l'a fait. Maintenant, je comprends très bien pourquoi il l'a fait. Mais il l'avait fait, puis ça me choquait dans le temps officiel. Je pouvais pas supporter ça, même. J'avais de la misère à supporter ça. Je m'allais dans un autre appartement pour pas trop voir, essayer de me détendre un peu. Alors, c'était assez... Oui, ça a été dur. Ça a été une période dure pour moi à ce moment-là. Oui. Puis pour lui aussi, définitivement, il faisait pas ça pour rien, lui, là. Il a montré qu'il était vraiment gay, puis qu'il n'avait rien à faire, qu'il était pour être de même toute sa vie. J'attendais comme une réponse, un peu, qui n'est pas venue.
c'est pas un reproche, mais je veux dire, il n'y a pas eu de réponse immédiate. Sa réponse a été « Je ne sais pas quoi faire. Je t'aime, mais là, je ne sais plus où j'en suis, puis je ne sais pas si je vais être capable de l'accepter, puis on ne te reconnaît plus. » Alors, il est venu avec des questions au lieu des réponses, puis là, ben, peut-être que lui aussi est tombé d'un piédestal. Pour moi, c'était celui qui avait la réponse, puis qui serait fâché parce qu'il y aurait une autre réponse à me proposer, mais là, il n'y en avait pas. Il était complètement désarmé. Là, ça m'a pris un bon 6 mois, 1 an. Mais on a commencé à en parler à des amis. À mes frères, ma sœur, nos parents, finalement. Parce qu'on s'est dit... Là, moi, je me suis dit, par-dessus tout, là, écoute, c'est notre fils, là. Puis notre fils, il est comme ça. Puis il va bien falloir en parler à un moment donné. C'est comme ça qu'on a commencé à en parler. Les premières fois, ça a fait mal un peu. Après, ça allait de mieux en mieux. Ma femme s'en est sortie, à un moment donné, plus vite que moi. Je pense que mon père, plus particulièrement, était un homme qui avait été élevé d'une façon très stricte, évidemment, bon, très catholique. Donc, pour lui, c'était important d'avoir ce qu'il appelait les fameux principes, des choses qui étaient écrites dans le béton, à quelque part, puis que tu ne pouvais pas déroger de ça, parce que je pense qu'à un certain point, notre société était comme ça, c'était réconfortant, ce genre de principe-là. Et pour lui, je me rappelle, quand on parlait de toutes sortes de choses, que ce soit de religion, entre autres, on avait eu des arguments de ce côté-là, ma mère et moi, on était souvent d'accord pour une certaine ouverture, et lui, il était très rigide. Il est parti de la maison, à l'âge de 19 ans. Puis là, moi, j'avais mûri ça. Puis là, il m'invitait souvent chez lui, avec ma femme, pour un souper, un dîner, quelque chose comme ça. Il y avait un copain avec lui. J'étais réticent, je le regardais, puis tout ça. J'osais avec, c'est sûr, mais je me sentais pas tellement bien là-dedans. Après, un petit peu plus tard encore, puis là, j'étais rendu, il y avait 4-5 des amis autour de la table, des amis comme nous autres, on a des amis, puis tout ça. On se met à jaser, puis là, je disais, bon, il y a de la vie. En réalité, je trouve, j'ai trouvé correct. C'était des bons amis qu'il y avait. Mais encore là, j'étais encore réticent un petit peu, là. Ça s'est passé du temps, là, avant que j'arrive là. Oui. Puis, à un moment donné, mais là, j'ai été dans une déception. C'est arrivé comme ça, d'un coup sec, on pourrait dire, là. Il y avait son copain, il y avait un copain, et puis plusieurs amis dans cette réception-là. Puis, je les regardais. Je les regardais tous jaser entre eux autres, puis tout ça. Je me suis dit, sais-tu que je suis sans dessein? Je me suis dit, pourquoi que je cherche à changer mon fils? Il est comme ça. Il va être de même toute sa vie. J'ai dit, c'est à moi à changer, c'est pas à lui. J'ai compris ça. J'ai compris que c'était à moi à changer. Pourquoi pas changer? Dans le sens, à changer, de comprendre qui est comme ça, puis qui va être de même toute sa vie. Alors moi, je ne veux pas perdre un fils. Surtout pas mon fils. J'adore mes enfants, effrayants. J'ai dit, si j'ai des mauvais contacts avec, puis si je suis toujours mal à l'aise, je vais me rendre malade avec ça. Puis j'ai dit, je suis certain que mon fils est malheureux aussi, de me voir comme ça. Je me suis dit, j'ai pas de raison. Il est super bien, ça change rien. Il est brillant, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, là, c'est pas correct. J'ai pris ça, j'ai compris ça à un moment donné, j'ai dit, c'est moi, il faut qu'il change, c'est pas lui. J'ai dit, c'est un problème qui va toujours là, puis c'est pas un problème, ça n'est plus un problème. J'ai dit, il est comme ça, il faut qu'il fasse sa vie. J'ai pas à intervenir là-dedans. Puis, je trouve ça, j'aurais trouvé ça trop de valeur de ne plus le voir. Puis lui aussi, en réalité, je suis sûr de ça. Fait que c'est pas... La vie est courte, hein? Puis moi, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas faire ça. Faut que je sois bien quand je vais chez lui. Faut que je me sente bien. Puis c'est là que j'ai commencé à changer. À partir du moment où il a appris que j'étais gay, je pense qu'il y a eu toute une remise en question de ce côté-là pour lui. Et moi, je trouve qu'il a énormément changé, non seulement juste dans sa réaction face à moi, mais dans la vie en général. C'est un homme qui s'est beaucoup
je dirais pas adouci, il a toujours été doux, je veux dire, mais il était comme beaucoup moins rigide face à certaines idées, beaucoup plus ouvert, et il s'est mis à remettre en question des choses qu'il n'aurait jamais remis en question auparavant. Et à remettre en question son rôle, et toute la question de sa propre masculinité, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme? Je pense que lui, il a vraiment questionné ça complètement à ce moment-là. Moi, je comprends ça, qu'un père prenne du temps à comprendre que son fils fait partie de ceux dont on rit. Mm-hmm. Quand tu vois les jokes de gars Oui. ensemble, c'est quoi? C'est des jokes de tapette. Oui. Et quand tu dis, c'est pas un homme, c'est quoi? C'est une femme. Et quand on pense que beaucoup d'hommes, pas tous, mais beaucoup d'hommes pensent qu'être femme, c'est inférieur, un père ne veut pas ça pour son enfant. Absolument, oui. Ça sera pas un mâle, entre C'est ça. guillemets. Ah oui. Là, tu viens de mettre le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire pourquoi qu'on a tellement peur de l'homosexualité des hommes en particulier, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire que ce gars-là, ce fils-là vient de renoncer à toute la construction sociale de comment on fait un homme, mais cette construction-là, c'est bien sûr en divisant des hommes des femmes, en disant les femmes, c'est le sexe faible, les gars, c'est le sexe fort. Et ceux-là qui sont entre les deux, ben qu'est-ce que tu veux, ils sont décriés. Et je lisais dans un livre, justement, qu'on mentionnera peut-être tout à l'heure, un livre de Michel Doré, Daniel Welser-Lang, qui s'appelle « La peur de l'autre en soi », où il essaye de nous montrer très simplement que... C'est celui-là. C'est ce livre-là, c'est ça. Je pense que Joël va le montrer à l'écran. Oui. C'est ça. C'est dire que il y a le sexisme et l'homophobie, si tu viens compléter cette tour d'écrou-là du montage social du sexisme, c'est-à-dire qu'on va décrier ceux qui affichent ou ceux qu'on pense qui affichent des comportements, des façons d'être et de penser et même de sentir qui appartiennent normalement à l'autre sexe. Tu vois, parce que c'est bien sûr, sont trop menaçants pour l'ordre social, c'est-à-dire la façon dont on a monté toute cette façon-là d'être homme et qui repose sur toute cette hiérarchisation-là, de dire les femmes, c'est les faibles et c'est elles qui ont la sensibilité. Le père, à un moment donné, il dit je ne pouvais pas imaginer deux hommes s'embrasser. Ce qui fait peur aussi au père et à tous les hétéros, c'est qu'est-ce qu'ils font. Puisqu'un hétéro n'a pas de vision de ce que ça peut être, les caresses. Mais un homosexuel, le mot, je pense, est mal trouvé. Je pense que c'est mieux gay, mais on dirait qu'ils ne font que de la sexualité. Alors qu'il y a des amours qui durent et qu'il y a toute l'affection, de la tendresse entre hommes, dont on ne parle jamais, pour ne voir que les homosexuels qui font l'amour. C'est sûr, parce que c'est cet aspect-là qui est très, très troublant. Tu vois, on a l'impression qu'être hétérosexuel, un homme qui va avec une femme faire l'amour, c'est la chose la plus naturelle du monde, tu vois. Et probablement que c'est très, très naturel aussi. Alors, c'est très troublant d'imaginer ça parce que tout de suite, on se sent menacé. Mais j'ai un bon exemple à te rapporter par rapport à ça. Tu vois, dans les groupes du réseau Homme Québec, dans un groupe de 10 gars, t'as bonne chance de trouver 1, 2, des fois 3 gays, tu sais, sur 10, 12 gars, 15 gars. Et je me rappelle les premières fois que moi-même, j'ai eu, par exemple, des gays dans mes groupes d'hommes. Ça, il y en avait toujours. Et en minorité, 3 sur 15, à peu près d'un groupe que j'avais donné. Puis bon, et je retrouve à peu près la même statistique au réseau. Et là, je me rends compte que... Alors, tu veux, les préjugés se mettent à jouer. Là, tu comprends-tu? T'as 10 straight, là, puis t'as 3 gays. Et là, le monde se regarde. Mon Dieu, c'est qui ça? Il y a des hétéros qui poussent leur chaise un peu. C'est ça. Et là, et moi, pour moi, c'était des moments révélateurs. Et pour moi aussi, je dois dire, pour mon évolution par rapport à cette pensée-là, puis mon senti par rapport à ça, c'est quand les gays commencent à raconter leur peine d'amour, quand ils commencent à raconter comment ils sont tombés en amour, comment ils ont vécu en couple, comment ils s'en sont sortis, la peine qu'ils ont eue, tout ça. Et là, les hétéros regardent ça puis ils disent, mais maudit... c'est pareil. C'est pareil, c'est ça. Il aime comme j'aime, il a des sentiments comme j'aime, il vit sa peine d'amour comme moi. Il n'est pas juste là pour le cul, il est là pour l'affection aussi. Eux autres aussi ont un quotidien organisé. Eux autres aussi ont de la dépendance. Eux autres aussi ont de la dépendance. Eux autres aussi tombent dans des problèmes de pouvoir. Eux autres aussi chicanent comme on chicane. C'est quoi, là? C'est où aller la différence? C'est à partir du moment où c'est pour ça, moi, que je trouve que c'est intéressant de se faire toucher par les histoires, parce que quand tu es dans l'histoire, tu n'es pas dans la théorie. Tu es dans de l'humain qui parle à de l'humain. Puis là, tu te dis, c'est qui est assez fin pour mettre la barre et dire ça, c'est normal, ça, c'est pas normal? Parce que là, si tu te dis, ce gars-là, il n'est pas normal, ça veut dire que moi, tout ce que je vis dans mon couple, pas normal non plus. Là. Alors, ça, j'ai trouvé ça très intéressant, ces confrontations-là dans les groupes d'hommes, parce que je me rendais compte ça faisait triompher l'amour, finalement. C'est-à-dire qu'au-delà, il y a l'humain qui parle et l'amour humain. Et c'est de ça qu'ils vont nous parler dans le dernier bloc. Et mon père, c'était le genre très doux, en fait, parce que quand j'étais jeune, c'était lui qui était le père poule. C'est lui qui nous berçait, c'est lui qui était très proche de nous, qui jouait avec nous.
Mon père était très présent. Moi, ce que je me souviens d'avoir été cajolé beaucoup par mon père, puis bercé par lui. Il nous chantait toutes sortes de chansons, il nous récitait des commerciaux. C'était lui qui était drôle pour jouer avec nous autres, jeunes. Ma mère, elle, était là à l'adolescence, c'était la confidente, ça, mais mon père était aussi très proche de nous. Parce que moi, je me dis, si t'aimes ton enfant, ça en prend un mot juste pour me démolir. Parce que moi, ça m'a fait mal, mais ça ne me l'a pas démoli. Mais j'aurais pu le faire, par exemple, si j'avais continué dans le même esprit de le voir comme ça, puis que ça me fasse du mal. Mais cet enfant-là, je l'aime tellement que je pense avec l'amour, c'est très important. Puis on réussit à passer au travers. Parce que Benoît, c'est un être extraordinaire, puis je l'aime bien gros. L'amour, ça se vit entre n'importe quelle personne. Je pense que tu sois homme, femme. Bon, il y a différents types d'amour et l'amour, ça se vit de cette façon-là aussi, ça, c'est certain. Alors, est-ce que tu dirais que tu vis avec tes partenaires homosexuels ou ton partenaire actuel? Tu vis autant au niveau de la passion, de l'intimité, de l'engagement. Tu vis ces trois cordes-là qui sont les cordes un peu fondamentales de l'amour? Définitivement, oui, c'est sûr. Bon, en ce moment, je suis dans une relation très agréable, je pense. Et je veux dire, je vois ça comme aussi... ça peut être aussi enrichissant. C'est sûr qu'on a toujours cette image du couple homosexuel qui ne dure pas aussi longtemps. On dit, bon, c'est beaucoup plus sexuel, mais bon, c'est pas vrai. C'est sûr que la sexualité masculine est différente de la sexualité féminine, et quand il n'y a pas cette interaction entre les deux, on ne vit pas la sexualité de la même façon. Moi, je trouve que dans un couple homosexuel masculin, la sexualité est plus facile, j'ai toujours trouvé. Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'expérience de l'autre côté, mais je pense que d'après les histoires que j'entends de mes amis, tout ça, ça se vit beaucoup plus facilement parce qu'on est deux hommes. Bon, ça fonctionne de la même façon. Je pense qu'on connecte beaucoup plus rapidement. Et ça, sur ce côté-là, ça peut paraître un peu plus, je dirais, superficiel pour des gens qui sont de l'extérieur parce qu'ils disent, ben oui, regarde, la première fois qu'ils se rencontrent, ben, ils baisent ensemble. C'est bon. Ben oui, mais il y a une dynamique différente dans la sexualité masculine quand c'est deux hommes. Ça ne veut pas dire que c'est moins bon ou que c'est tout simplement différent. C'est sûr que ça ne se fait pas de la même façon qu'avec une femme. Mais au point de vue de l'amour, puis des sentiments, puis bon, de l'attachement, de l'investissement, du partage d'un rêve ou du partage du quotidien, je pense que ça peut se vivre de la même façon. Il n'y a aucune différence. Tu vois, moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce témoignage-là, c'est que on a quelque chose qui dépasse le miroir brisé. OK? On a un père qui dit, il y a quelque chose, il y a une identité entre nous qui dépasse cet effet de miroir-là, qui dépasse la sexualité. C'est au niveau de l'amour profond que j'ai pour cet enfant-là, et cet enfant-là pour son père. Je veux dire, on a vraiment affaire à un... Mais le véritable amour, c'est accepter l'enfant tel qu'il est. C'est ça. Quand tu refuses d'admettre son homosexualité, que tu lui parles plus parce qu'il est homosexuel, que tu refuses de recevoir ses amis, tu le refuses, tu le rejettes. Oui, ça, c'est très important de comprendre que... Et il y a beaucoup de gays qui sont rejetés de leur père. Oui, il y en a énormément. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu amener ça. Ouais. Je veux dire, c'est ça, puis je pense que c'est très important que les parents comprennent que si ce pas-là pour se comprendre n'est pas fait, on risque de marginaliser l'enfant sérieusement. D'abord, l'adolescent, et ce qui devient un adulte qui se sent marginalisé. Mais on peut comprendre, par exemple, qu'il y a un deuil, qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire « Ah, c'est bien correct, mon garçon, bravo, t'es homosexuel, tout va bien aller. » Il a fait un chemin... Ça serait faux, ça serait artificiel, le passage du jour au lendemain. OK? Et comme il dit, lui, mon père a vécu à travers tout ça toute une mise en question de sa masculinité. Alors, le père a fait un vrai processus à travers ça. Et même que le père, aujourd'hui, te dirait, il me parlait dans l'entrevue, il me disait, au fond, je ne comprends pas pourquoi je réagissais comme ça. J'étais le produit de ma société. C'est ça ce qu'il était en train de me dire, au fond. Puis c'est très intéressant. C'est une autre affaire qui était très intéressante en parlant avec eux, c'est que l'évaluation du fils, du temps qu'a duré la difficulté du père et l'évaluation du père sont très, très différentes. Ouais. Le père dit, ça a duré 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Oui, j'avais encore un petit peu de problème 3-4 ans plus tard. Mais le fils, pour lui, ça a duré carrément 5 ans avant que... 4-5 ans avant que le père puisse dire, ben écoute, ça va. Tu sais, il y a eu ce moment-là extraordinaire où le père, tu sais, quand le père est au party, puis il regarde d'un coin, puis il se dit... Coudon, il ne changera pas. C'est moi qu'il faut... S'il y a une affaire qui va se passer ici, c'est moi qui va changer d'attitude. Si je veux le garder, si je veux qu'il revienne, si je veux qu'on continue une relation. Oui, et ça, c'est très, très important. Et je trouve que, tu sais, tout à l'heure, on se posait cette question-là, pourquoi c'est si dur pour le père?
Et moi, je te dirais que c'est si dur pour le père, c'est si dur pour nous aussi, et souvent pour les hétérosexuels, c'est que très souvent, dans un monde d'hommes qui est construit sur être un homme, c'est refuser sa sensibilité, c'est dire, c'est refuser l'expression de tes sentiments puis tes émotions. Hein? Parce que c'est ça, être un homme. Il faut pas que... Tu n'as pas de ça. Hein? On sait tous qu'on en a, mais on n'a pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cette partie-là de soi, en psychologie, cette partie-là dérangeante, qu'est-ce qu'on fait avec la plupart du temps? Il y a ce qu'on appelle la projection. On la projette à l'extérieur. Alors, il n'y a pas de cible mieux rêvée pour cette partie dérangeante-là que les homosexuels quand tu es hétérosexuel et que tu as de la misère avec ta sensibilité. OK? Parce que, alors, c'est eux autres qui le mettent à porter ça, cette sensibilité-là. Alors, c'est pour ça que ils ne peuvent pas venir trop proches et que tu vas faire des farces pour les dénigrer parce que c'est comme si tu dénigrais cette partie-là de toi. Et d'où, c'est ça, et d'où vient, paraît-il, je ne sais pas si tu vas me dire si c'est vrai, que ceux qui haïssent le plus les gays, ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes avec leur propre sexualité. En tout cas, leur propre identité sexuelle. Oui, en tout cas, pour moi, je te dirais que les gars que j'ai connus dans des travaux de thérapie ou dans les groupes qui avaient le plus de difficultés avec l'homosexualité étaient des gars qui toujours étaient des grands sensibles, très, très loin de leur sensibilité. Parce qu'un homme qui est très bien dans sa qualité d'hétéro, il va pas être tombé. On dirait toujours que les hommes ont peur d'être séduits par un homosexuel. S'ils rentrent un homosexuel, ils le fuient, ils ont peur de la séduction. On a peur d'être séduit. C'est comme l'histoire, tu sais, de demander à des femmes de porter le voile parce qu'on a peur d'être tenté. C'est la même histoire. Ça veut dire, mais le problème, il n'est pas là, il est en toi. Et je pense que c'est ça qu'il faut reconnaître dans toute cette histoire-là aussi, qu'effectivement, notre hétérosexualité n'est peut-être pas aussi claire et dure que ça. Couteau carré, mais plus que ça aussi, parce qu'on a tellement manqué de père, tu comprends, que cette idée-là de l'affection masculine est tellement dérangeante, on en a tellement besoin. Moi, je dis souvent aux gars, c'est vrai qu'on n'est pas tous homosexuels, mais c'est vrai qu'on a tous besoin de ce que Christian Olivier appelle l'homosensualité, ce que moi j'appelle l'homo-érotisme, c'est-à-dire on a besoin d'un rapport avec des gars qui sont d'autres choses que de la compétition, qui sont du niveau de l'affection. OK, on s'absente quelques moments, puis on a revient, encore bien des affaires à se dire. Oui. Mais pourquoi on est si intolérant vis-à-vis des homosexuels? Bien, moi, je pense que c'est beaucoup une question d'ignorance, en réalité. C'est-à-dire que, tu vois, au fond, l'homosexualité, c'est un beau trou noir. Hein? Et dans ce trou noir-là, on projette beaucoup de choses. Et moi, je pense que l'information... On projette quoi? On projette notre ombre, on projette nos perversités la plupart du temps. C'est pour ça qu'on dit les homosexuels, c'est eux qui ont une sexualité perverse. C'est juste un exemple. Hein? C'est eux qui portent le sida, c'est eux qui apportent toutes ces affaires-là. Alors, ce qu'on projette dans ce trou noir-là, c'est tout le trou noir qu'on porte en nous, c'est toutes nos ombres. C'est bien clair qu'il n'y a pas juste les homosexuels qui ont une sexualité perverse. Je veux dire, tu sais combien est-ce qu'il y a de gars dans leur vie qui n'ont pas affaire avec la pornographie, par exemple. Alors, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est facile de jeter la pierre pour s'en débarrasser. Et se débarrasser de cette affaire-là. C'est eux autres qui sont pervers, c'est eux autres qui ont une sexualité qui pensent juste à ça. On ne veut pas voir l'humanité de l'homosexuel parce que ça nous dérange, parce que l'humanité et la compréhension forcent l'acceptation. Et là, on est obligé de passer au niveau de la compassion, puis de l'amour, puis de dire de l'acceptation. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est vrai que l'information, s'intéresser à ces choses-là qui nous dérangent un peu, accepter d'entendre, c'est la meilleure prévention contre l'intolérance. Et si on veut avoir une société qui soit moins violente, il faut accepter de sortir de l'ignorance, même si ça fait mal des fois, et ça nous oblige à questionner beaucoup de choses. Moi, je pense que l'homosexualité est questionnante par rapport à une grosse construction sociale autour des hommes et des femmes. C'est quoi l'hétérosexualité, tu sais? Mais, des émissions comme on fait là, des pères puis des fils qui se parlent comme ça, je pense que ça nous ouvre des horizons. Oui, ce que je voulais te poser comme question avant de partir, c'est que souvent on a dit, il est homosexuel parce qu'il a eu une mère trop directive et un père absent. C'est ça. Et c'est pas vrai, on voit bien... Là, c'est très intéressant parce que je t'avoue que mes propres théories sont complètement mises en jeu. Je trouve ça très, très intéressant. Je te dirais qu'effectivement, non seulement, Benoît parle un peu de sa mère contrôlante, mais il faut dire aussi que c'est cette femme-là qui a poussé son homme, c'est-à-dire son mari, au dialogue. Et dans ce sens-là, elle a fait une pression très, très importante dans la famille pour que ces deux gars-là se parlent et apprennent à se parler. Alors ça, je trouve que c'est un rôle extrêmement important. D'autre part, je trouve que c'est vrai que Benoît, il y a eu tout le contraire d'un père manquant. Je veux dire, on a des photos par exemple, on a montré des photos où le père s'occupe de lui très, très, très tôt. Il a beaucoup joué avec ses enfants. C'est un homme qui aimait beaucoup ses enfants. Et je trouve que qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pourquoi le dialogue entre les deux était possible, c'est que le lien était noué très, très, très tôt dans l'enfance. Et moi, ça m'amène à continuer ma théorie en disant,
ce lien-là qui est formé très, très, très tôt dans l'enfance entre un père et ses enfants, ou même entre une mère et ses enfants, mais entre un père et ses enfants, ce qu'on voit moins, va permettre par la suite au père d'accepter les différences de l'enfant et de ne pas briser la relation et le dialogue pour autant. Et ça, je pense que c'est très important de le savoir. Et les études qui commencent à sortir là-dessus, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Ils sont en train de nous dire, écoutez, il faut que ça se passe le plus tôt possible, parce que quand ça se passe plus tard, le père a tendance à se désintéresser ou à démissionner rapidement. Mais le père qui s'occupe de ses enfants dans les 3-4 premières années très, très activement, puis où il y a séparation, il va vouloir rester père, ce gars-là. Tu comprends? Il va vouloir continuer à s'occuper, à prendre soin. Et je pense que c'est ça qu'on voit. Je pense que l'amour qu'on voit entre ces deux hommes-là, c'est vraiment parce qu'ils sont très, très, très tôt, ils se sont liés ensemble et que ça, c'est très, très dur à défaire. Et moi, je trouve que là, on a la meilleure prévention possible. Pas contre l'homosexualité, parce que je ne pense pas qu'il faille s'en prévenir, mais la meilleure prévention contre le bris du dialogue, contre la rupture, contre la haine, contre l'intolérance et toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on a compris beaucoup de choses. Puis on vous recommande encore le livre de Michel Doré, qui est extraordinaire, mais ils sont trois, Daniel Verzerlang et Pierre Duthé. La peur de l'autre en soi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est tous doubles et... Exactement, c'est ça. Et je dirais qu'aux gars qui sont intéressés à aller se confronter un petit peu avec ça, aller faire un petit tour dans les groupes du Réseau Homme Québec, vous allez voir que là, il y a des dialogues intéressants je sur ces questions-là. pensais pas qu'il y avait des gays qui fréquentaient le... Bien, qui ont le courage de venir parce qu'ils se reconnaissent comme hommes et qui disent, ben moi aussi, je n'ai besoin d'une place où je rencontre d'autres gars, d'autres hommes, pas sur le terrain de la sexualité, sur le terrain de est-ce qu'on peut échanger autre chose? Les gars, ils se comprennent un petit peu. À la prochaine, Guy. À la prochaine! À la prochaine. Au revoir. C'est vrai. Mais quand tu dis la culture, la boue, je te dirais pas qu'est-ce que tu sais. Tu vois, tu recules un peu là, pour voir. Tu vois, au sens où c'est effrayant. Essaie de prendre les mots, regarde les La semaine prochaine, à Jeannette Toucourt, 8 hommes exerçant des métiers différents nous diront comment ils perçoivent les femmes et comment ils vivent le rapport avec elles. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.